Qui a raison, Stanislas Dehaene ou Sigmund Freud? Si les cours de Stanislas Dehaene sont en partie passionnants, son explication méthodique qui soutient que rien ne confirme dans ses travaux l'existence d'un inconscient freudien a plus de mal à nous convaincre. On pourrait lui demander dans un premier temps s'il se considère comme un lecteur confirmé de l'œuvre freudienne, qui lui permettrait ainsi d'établir une comparaison pertinente, ou si sa connaissance fragmentaire biaise sa vision. Mais c'était en lisant les réflexions morales de La Rochefoucauld que m'est venue cette pensée. Les progrès des neurosciences ces dernières années sont remarquables. On est ravi de comprendre que les sentiments ont une incidence sur la décision. Les représentations éclairent d'un angle nouveau le débat sur l'acquis et l'inné. On pourrait d'ailleurs se poser la question si les mécanismes neuronaux des pré-représentations sont eux aussi acquis ou innés. On déplace ainsi seulement le problème plutôt que de le résoudre. Pourtant, les données actuelles permettent-elles le propos un rien présomptueux de Stanislas Dehaene d'absence d'inconscient freudien? C'est un peu comme s'il affirmait que la jalousie de Roméo pour Juliette n'était pas confirmée par ses travaux, ou même que la pathologie du malade imaginaire de Molière n'était pas avérée. C'est l'insulte de laideur que Nietzsche envoie à Socrate que l'on reprend à l'égard de Stanislas Dehaene. Si toute pensée empirique se perd dans les sables, qu'importe le fond, et vous jugerez de vous-même que la forme freudienne est plus plaisante que celle de Dehaene. Plus sérieusement, le reproche de Dehaene au concept d'inconscient réduit au refoulement névrotique résulte d'une vision simpliste. L'inconscient freudien ne se résume pas au refoulement. Entre la première topique, qui n'est pas annulée mais complétée par la deuxième, l'inconscient, le préconscient, le moi non conscient représente une surface bien plus large qui englobe largement les expérimentations balbutiantes des neurosciences françaises. Cette dernière devrait plutôt relire les fulgurances de créateurs et essayer humblement de les expliquer. Il est en outre intéressant de souligner que Freud a commencé sa carrière comme médecin et que ses premiers sujets de recherche s'apparentent plus aux prémices de la neurologie qu'à la psychanalyse. Ainsi, l'étude sur le sexe des anguilles, qui va déterminer en grande partie son intuition d'une bisexualité latente, et sa théorie générale sur la sexualité, son analyse de la mortalité nécessaire de certaines bactéries pour assurer la survie des prochaines générations, est également à l'origine de son intuition de la pulsion de mort. Il s'essaye également fréquemment à l'éthologie, quand il compare l'inertie de la vie organique, voulant retrouver un état perturbé par un trauma, à la migration des oiseaux ou aux poissons qui recherchent un lieu ancien de nidification. Si la psychanalyse n'est pas une science, c'est plus par souci d'asseoir le plus rapidement possible et dans la durée l'intérêt pour l'humanité d'une fulgurance qui s'impose à lui. Il sera en effet aisé de démasquer les différents maquillages que Freud a parsemé son œuvre. Mais les correspondances qu'il échange avec Fliess nous éclairent sur cette volonté d'imposer une intuition qui lui apparaît comme essentielle et qui, un siècle et demi plus tard, est largement avérée. Si le petit Sigmund semble d'être son plus jeune âge, mon Sigmund en or promis à un destin grandiose, et s'il passe la plus grande partie du début de sa vie à se conforter à cet idéal du moi fantasmé par la jolie et jeune Amalia à travers différents sujets de recherche, la fin de sa vie est marquée par la volonté d'établir une théorie plus qu'un nom. C'est l'orthodoxie extrême d'une génération de psychanalystes qui graveront cette discipline dans un marbre qui devrait rester inaltérable. Les écrits de fin de vie de Freud sont au contraire des prémices lancées aux générations futures et qui appellent un développement et même des contradictions. Freud n'a d'ailleurs pas hésité à remettre en cause une grande partie de ces théories. En outre, la description de l'inconscient comme un ensemble de processeurs autonomes, les uns des autres travaillant de manière silencieuse, et celle de la conscience comme un espace de travail qui ne peut accepter pratiquement qu'une seule tâche, l'objet de cet espace de travail ayant été sélectionné par élimination parmi les différents processeurs comme un goulot d'étranglement, la tâche du processeur ainsi sélectionné serait alors celle du processeur le plus bruyant. Cette description du fonctionnement psychique nous semble au contraire correspondre assez fidèlement à l'intuition freudienne de l'inconscient. Les tâches seraient ainsi discriminées ou sélectionnées selon le refoulement psychanalytique. Les processeurs alimentés par des pensées interdites seraient refoulés par élimination et n'accéderaient ainsi pas à la conscience. Par exemple, les ruminations produites par une névrose obsessionnelle alimenteraient de manière excessive ces processeurs qui surchaufferaient et accéderaient de manière trop fréquente à la conscience, voire de manière envahissante.